Il n'y a pas si longtemps, de vastes contrées de notre globe étaient encore inexplorées. Les cartographes dissimulaient alors les lacunes de leur savoir du mieux qu'ils pouvaient. Sur les portions d'océan susceptibles de comporter des îles, ils dessinaient des monstres marins ou des galions. Et sur le cœur de ce qu'on appelait alors le continent noir, ils justifiaient le manque d'exploration en écrivant « Domaine des dragons ». Une des dernières grandes régions de la Terre à être cartographiée fut l'Afrique orientale et centrale, la source mythique et mystérieuse du majestueux Nil. Les géographes et les aventuriers qui arrivèrent jusque-là y rencontrèrent le rassemblement le plus spectaculaire d'espèces sauvages de notre planète. Les animaux ne furent pas un grand obstacle à leurs explorations, mais comme les cartographes l'avaient imaginé à juste raison, ici, en effet, était le domaine des dragons. Les dragons étaient des crocodiles du Nil. Il y a 200 millions d'années, la Terre était dominée par les dragons. Et pendant les 150 millions d'années qui suivirent, les crocodiles, les reptiles primitifs et les grands dinosaures furent les formes animales qui prédominèrent sur la planète. La cause de l'extinction des dinosaures est toujours matière à conjecture, mais ce qui est certain, c'est que les crocodiles survécurent. Et que ces créatures sorties victorieuses de la sélection naturelle sont toujours présentes sous les latitudes chaudes. Comme tous les reptiles, les crocodiles sont des créatures dites à sang-froid. Non que leur sang soit effectivement froid, sa température est sensiblement la même que la nôtre, mais la régulation de cette température est subordonnée à des sources extérieures de chaleur. C'est pourquoi les crocodiles passent leur temps à entrer et sortir de l'eau, ou à se chauffer au soleil. Lorsqu'ils ont trop chaud, ils vont se mettre à l'ombre, ou bien ouvrent leur gueule afin de se rafraîchir par évaporation. S'ils ont encore trop chaud, ou s'ils sont dérangés, ils retournent se glisser dans l'eau. Grâce à leur puissante queue et à leurs pattes palmées, ils sont merveilleusement adaptés à la nage. Leurs narines, leurs yeux et leurs oreilles affleurent à la surface de l'eau où ils flottent en position d'attente, guettant leur proie avec un minimum de risque d'être vus. Les crocodiles les plus impressionnants d'Afrique vivent ici, dans une suite de trous d'eau s'étendant sur une quinzaine de kilomètres du cours de la petite rivière Grumeti dans le parc national du Serengeti, en Tanzanie. Ces monstres ont un mode de subsistance unique. La plupart des grands reptiles peuvent se passer de nourriture pendant de longues périodes. La subsistance de ces crocodiles est basée sur un énorme festin, une fois par an. Simple cours d'eau pendant la plus grande partie de l'année, le Grumeti rétrécit jusqu'à n'être plus qu'une suite de mares boueuses en saison sèche.
Mais les dragons y sont nombreux et aussi effrayants que dans les légendes. C'est le début de la saison sèche. Les mâles dominants ont commencé leur parade nuptiale et sont sous l'empire de leur pulsion sexuelle. En fait, la femelle affiche cette attitude de soumission pour indiquer à son prétendant qu'elle l'accepte et ne se rebiffera pas s'il tente de s'accoupler. L'accouplement a lieu dans une eau peu profonde et 1 mois plus tard, les œufs seront pondus. À mesure que le niveau de l'eau baisse, la vie devient plus facile pour ces petits prédateurs qui partagent la rivière avec les crocodiles. La mangouste des marais est une créature solitaire qui se nourrit essentiellement de mollusques et de crabes qu'elle trouve dans les bas-fonds avec ses pattes sensibles et agiles. Celle-ci cherche des moules qu'elle tâche de briser en les lançant contre un rocher. Ne réussissant pas à briser cette moule sur place, elle l'emporte sur son enclume favorite. Les mangoustes sont parfois capturées et dévorées par les crocodiles, mais comme bien d'autres petites créatures de la rivière, il leur arrive aussi de profiter de la présence des crocodiles. Un gros crocodile peut attraper et manger à peu près n'importe quoi, depuis une simple grenouille jusqu'à un buffle d'1 tonne. Mais il peut être aussi nécrophage. Un aigle pêcheur revient dépecer un poisson-chat qu'il a capturé plus tôt, mais qu'il est incapable d'emporter. Pendant la plus grande partie de l'année, les crocodiles du Grumeti se contentent d'un butin aussi maigre. Mais par un froid matin de la saison sèche, il se passe quelque chose qui modifie leur existence et fait d'eux des créatures uniques. On entend un grondement dans le lointain que les vieux crocodiles reconnaissent et auquel ils répondent. Les gnous
sont de retour. Il y a plus d'1 million de gnous dans le Serengeti, et chaque année, leur migration en quête d'herbe et d'eau les amène sur les rives du Grumeti et de ses plans d'eau. Seul un faible pourcentage de cette population descend jusqu'au domaine des crocodiles. Comme il y a peu de chances que certains d'entre eux soient déjà venus s'abreuver ici, ils sont inconscients du danger. Les petits n'ont que 6 mois et n'ont donc jamais vu un crocodile de leur vie. Même quand un banc de sable oblige le crocodile à exposer son dos à leur vue, les gnous ne reconnaissent pas la menace. Les babouins poussent en général des cris d'avertissement quand ils repèrent des prédateurs, servant en quelque sorte de chiens de garde au troupeau. Comme le montre leur façon de boire ou de traverser la rivière, ils ont peur des crocodiles. Mais ils ont toujours vécu en compagnie de ces dragons. Et à moins de sentir que leur groupe est menacé, ils les ignorent. Leur attitude décontractée contribue à rassurer le troupeau. Mais avec ou sans crocodile, boire est toujours une aventure périlleuse et les gnous restent sur leur garde, prêts à fuir. Les crocodiles ratent donc leur proie plus souvent qu'ils ne l'attrapent. Le crocodile pèse plus d'1 tonne, le gnou quelques 150 kilos. Il n'y a qu'une issue possible. Les mâchoires du crocodile sont conçues comme un piège d'acier, avec des dents pointues, acérées pour déchirer la proie. À l'inverse d'autres carnivores, il n'a pas de dents spécialisées dans certaines tâches, comme trancher la chair ou broyer les os, ni de mâchoire capable de mastiquer. Certains Africains l'appellent l'animal qui tue.
en souriant. Autour d'une grande carcasse, plusieurs crocodiles saisissent simplement l'animal par un bout et utilisent leur masse et leur force pour en arracher des lambeaux de chair. Un gnou adulte est mis en pièces comme une poupée de chiffon. Une telle coopération pour briser une carcasse et en partager la viande est la preuve d'un degré d'organisation sociale unique parmi les reptiles. Les gnous ne boivent dans ces mares que pendant une semaine ou deux, mais durant cette période, les crocodiles se gavent. Le métabolisme d'un grand crocodile est si lent que, tel un python ayant avalé une chèvre, il n'aura pas besoin de se nourrir pendant de nombreux mois. En fait, certains parmi les plus gros crocodiles peuvent se passer de toute nourriture substantielle jusqu'au retour des troupeaux migrateurs. Ce festin annuel de gnous permet aux crocodiles qui hantent cette petite rivière non seulement de survivre, mais d'être probablement les plus grands et les plus passionnants d'Afrique. La saison sèche resserre son étau, l'eau cesse de couler, les cigognes et les pélicans pêchent ce qu'ils peuvent dans les mares qui rétrécissent. Bientôt les oiseaux n'auront plus rien à se mettre dans le bec et devront aller chercher ailleurs. Le Grumeti coule vers l'ouest et traverse le parc national du Serengeti avant de mêler ses eaux à celles du lac Victoria, le plus grand lac d'Afrique. Et ce lac, à son tour, se déverse dans le Nil, le plus long fleuve d'Afrique. Puis, au nord de l'Ouganda, la majeure partie de ce puissant courant est tout à coup resserrée pour passer à travers un entonnoir d'environ 8 mètres de large, les chutes de Murchison. Ces chutes ne détiennent aucun record de hauteur ni de volume, mais leur violence n'a pas d'égal. En aval, là où le fleuve reprend ses aises, les dragons font leur nid. Sur les plages habituelles qu'elles utilisent chaque année, les femelles creusent un trou d'environ 60 cm dans lequel elles déposent jusqu'à 80 œufs qui ont chacun la taille d'une balle de tennis allongée. Les œufs sont incubés par la chaleur du soleil, mais les femelles restent au-dessus des nids pour les protéger des prédateurs. La plage devient ainsi un lieu sûr pour d'autres pondeuses éventuelles. La tortue, à carapace molle, aimerait déposer ses œufs sur cette plage si bien gardée. Encore faut-il réussir à tromper la vigilance des gardiens. L'aventure est périlleuse, mais la carapace de la tortue, bien que molle, est un bouclier parfaitement conçu. Cette fois, nous la voyons battre en retraite, mais elle s'obstinera dans sa tentative. Bénéficier d'une plage gardée où déposer ses œufs vaut bien de prendre quelques risques. Les tisserins, eux aussi, trouvent que cela vaut la peine. Bien que leur nid aux mailles serrées soit à l'abri de la plupart des prédateurs, ils sont vulnérables aux serpents et aux varans chassés justement par la présence des crocodiles.
Mais comme tout logement bénéficiant d'une protection de haute sécurité, le loyer est très élevé. Tout locataire qui ne prend pas un minimum de précaution peut finir par payer le prix fort pour le compte de la colonie. Malgré tout, étant donné l'efficacité mortelle du vigile, ce n'est pas un si mauvais contrat. Le dichnème aquatique est un oiseau proche du pluvier qui est associé très étroitement au crocodile. Se déplaçant très lentement et gardant un profil bas, il peut déposer ses œufs à une cinquantaine de centimètres de sa sentinelle couverte d'écailles. La tortue, le tisserin et le dichnème cherchent tous protection et sécurité. Voici celui qu'ils redoutent, le varan. Le varan est un dragon de poche qui peut atteindre 1,50 m. Prédateur vif et efficace, il aime par-dessus tout les œufs de n'importe qui. Le vanneau éperonné fait son nid sur une plage dépourvue de crocodiles. Les oiseaux ont beau se défendre vaillamment, le varan mène ses fouilles à loisir tant qu'il n'est pas dissuadé par un crocodile. Sur la plage des crocodiles, où le dichnème se fait tout petit pour passer devant son gardien géant, les avantages de nidifier parmi les crocodiles l'emportent sur les dangers. Un de ces avantages, et non des moindres, est que tout varan qui s'aventure sur la plage paraît craintif et nerveux. L'attitude manifestement agressive de le dichnème, bien que moins énergique que celle du pluvier, suffira pourtant à faire déguerpir le varan déjà apeuré. Pendant 90 jours, cette plage a été un lieu sûr pour plusieurs espèces, grâce à la vigilance des crocodiles femelles. Leur inquiétude, bien sûr, concernait uniquement leurs propres œufs, et voilà que leur dévouement est récompensé. Un soir, tout à coup, les plages hébergeant les nids se mettent à piailler. Sous le sable, à l'intérieur des œufs, les bébés crocodiles signalent qu'ils sont prêts à prendre le large. Les femelles doivent accomplir maintenant une tâche épuisante. Durant la nuit et la matinée du lendemain, elles vont creuser, dégager le nid pour que les œufs puissent éclore, révélant ainsi un autre aspect extraordinaire de ces reptiles, aussi complexes qu'anciens. À l'aube, une femelle vient sur le rivage pour finir de déterrer ses petits. Les piaillements de la couvée attirent aussi les varans,
qui s'enhardissent et reprennent leur raid. Celui-ci a trouvé un nid de tortue à la lisière de la plage. Les œufs, grands comme des balles de squash, semblent faits sur mesure pour son gosier. Plusieurs couvées peuvent éclore en même temps, mais les femelles n'éprouvent aucune difficulté à reconnaître leur progéniture. Elles l'identifient peut-être par les appels. Les nouveau-nés ne peuvent pas s'échapper des œufs avant que le nid soit bien dégagé et la femelle doit parfois creuser au-delà de 60 cm, tâche à laquelle elle est mal adaptée. Encouragée et guidée par les couinements des petits, elle finit par dégager les œufs, dont plusieurs éclosent brutalement dès qu'ils sont découverts, ou presque. Cet événement transforme totalement la femelle crocodile. Au lieu de la monstrueuse machine à tuer qu'elle était, elle devient une créature infiniment douce et attentionnée. Son premier souci est que ses petits puissent gagner l'eau sains et sauts. Or, l'abri le plus sûr de la plage est tout simplement l'intérieur de sa redoutable gueule, dont la mâchoire inférieure s'affaisse pour former une poche dans laquelle elle les transporte. Les bébés sont impatients d'être emmenés, mais elle ramasse aussi les œufs non éclos et avec une grande précision, elle les comprime suffisamment pour les ouvrir sans les écraser. Ses mâchoires peuvent déchiqueter un buffle et ses dents, quand elles mordent, sont capables de supporter une charge énorme. Mais chaque dent possède à sa base une sorte de détecteur de pression. Quand elle le veut, la femelle peut donc se servir de ses mâchoires aussi délicatement que d'un forceps. Les varans guettent l'instant propice. Ils savent que lorsque la femelle aura environ 20 petits dans sa poche, elle devra les transporter jusqu'à la rivière et donc abandonner le nid. Quand elle a trouvé un endroit peu profond, en dehors du courant et garni d'herbe où se cacher, elle secoue doucement ses mâchoires pour en évacuer la couvée et les coquilles d'œufs. C'est un monde plein de périls que découvrent les bébés. Mais leur mère n'a pas le temps de leur apprendre à y faire face, car sur la plage, les dangers sont encore plus grands. Dès que la femelle s'est éloignée, les varans sont entrés en action pour jouer une fois de plus un drame vieux comme le monde.
Une grande femelle pond jusqu'à 80 œufs par an et peut être féconde pendant 50 ans. Dans une population stable, il suffit qu'un seul de ces milliers d'œufs arrive à éclosion. Ainsi, chaque année, les crocodiles offrent ce beau festin à toutes les petites créatures qui partagent la rivière avec eux. Aucun autre prédateur ne transmet de l'énergie en aval de la chaîne alimentaire avec autant de générosité. Dans l'eau, l'odeur des coquilles d'œufs attire les poissons qui viennent arracher les membranes. Ici aussi, les bébés crocodiles sont en danger et ils doivent se cacher parmi les roseaux. En pleine eau, on trouve des perches du Nil qui atteignent 50 kilos, aussi vives et voraces que les varans. Les œufs de l'Eudicnem sont éclos. Les deux adultes redoublent de vigilance pour garder à distance les varans devenus plus audacieux. Cette fois, quand la femelle regagne le rivage, elle passe tout près de la famille de l'Eudicnem. Le poussin reste figé et la femelle adopte un autre comportement. Ce n'est plus l'attitude agressive qui fait fuir les varans. Cette fois, elle feint d'être blessée et semble trébucher de faiblesse devant le crocodile pour tenter de l'éloigner de son poussin. La ruse fonctionne. Berner le crocodile la suit de son pas pesant. Dans la confusion, l'attention du crocodile est détournée vers un varan qu'il se met à poursuivre. Le danger est passé pour l'Eudicnem. Mais ce n'est pas encore le cas pour les bébés crocodiles. La mère doit faire 4 ou 5 voyages jusqu'à la rivière, la gueule remplie de sa couvée, et tant qu'elle ne l'aura pas toute mise en lieu sûr, les attaques continueront. Malgré tous les efforts des femelles, les gros lézards et autres prédateurs détruisent plus de la moitié des œufs et des bébés sur de nombreuses plages. Ce manège tendre et précautionneux des femelles fut mal interprété par les premiers observateurs qui crurent qu'elles mangeaient leurs petits. Et pendant des années, on prétendit que les crocodiles, en particulier les mâles, dévoraient leur progéniture. En fait, il est extrêmement rare que les crocodiles tuent leurs nouveau-nés, et le mâle est en général aussi doux et protecteur avec eux que l'est la femelle. Pourtant, aussi rare et cruel soit-il, ce comportement existe.
Ce mâle n'est pas en train de transporter gentiment sa couvée dans sa gueule. Ce mâle est un cannibale. Nous ignorons s'il est le père de ses petits ou un étranger, mais quand la femelle tente de rejoindre son nid, il profite de sa taille supérieure pour l'écarter. Il la menace jusqu'à ce qu'elle adopte une attitude de soumission et finisse par s'en aller, le laissant retourner à son horrible repas. Maintenant, c'est au tour des œufs de tortue d'éclore. À l'inverse des jeunes crocodiles, ces bébés gros comme des gâteaux secs brisent leurs coquilles et se frayent un chemin vers la surface par leurs propres moyens. Ensuite, ils se précipitent vers l'eau sans être protégés ni escortés par un adulte. La seule précaution prise par leur mère a consisté à déposer les œufs sur une plage fréquentée par des crocodiles afin de profiter de leur vigilance dissuasive. Mais que vont devenir ces minuscules créatures qui détalent sur la plage aussi visibles et irrésistibles que la dernière cacahuète sur une assiette? Vont-elles être mangées par leurs gardiens? Devront-elles, comme les tisserands, payer le prix fort pour leur protection? Après 200 millions d'années de coexistence, les tortues et les crocodiles ont trouvé un modus vivendi. Un vieux dicton accourt dans l'armée. Tout ce qui bouge, salue-le, sinon repeins-le. Bien que le crocodile soit le plus évolué des reptiles, son cerveau fonctionne selon un schéma aussi primitif. Durant la majeure partie de l'année, la consigne serait « tout ce qui bouge, mange-le ». Mais pendant leur nidification, les femelles mangent très peu et si, au cours de cette période, quelque créature faible et sans défense vient à passer sur la plage, la consigne semble être devenue « tout ce qui bouge, materne-le ». Le crocodile ramasse le bébé tortue et le dépose entre ses gentilles et souriantes mâchoires. Les épreuves que la mère tortue a endurées pour déposer ses œufs près des crocodiles trouvent enfin leur récompense. Sa progéniture peut traverser la plage dans une relative sécurité et l'un de ses petits est même transporté jusqu'à l'eau. Cette surproduction annuelle d'œufs de crocodile fait le bonheur de diverses créatures. La mangouste des marais rend une rapide visite au nid pour s'emparer d'un œuf. Pendant que la mère emporte sa couvée vers la rivière. Des oiseaux viennent manger les coquilles pour en tirer le calcium dont ils ont besoin pour leurs propres œufs. Vanneaux éperonnés, hirondelles rustiques et tourneaux à longue queue. Le babouin, comme tout pique-niqueur sur une plage, n'aime pas qu'il y ait du sable sur les œufs.
Le martin-pêcheur à tête grise utilise un ancien nid de crocodile comme base pour son propre nid. Piquant du bec dans le petit talus remblayé par les crocodiles, il commence à creuser un trou qui atteindra en fin de compte une 60aine de centimètres de profondeur. Ainsi, longtemps après l'éclosion des œufs de crocodile, ces plages très particulières verront éclore d'autres œufs. Pendant leurs premiers jours, ces bébés de 25 cm survivent grâce à leurs membranes vitellines et restent agglutinés à l'endroit où ils ont émergé des mâchoires de leur mère. La femelle est constamment sur ses gardes. Elle défend sa portion de rivage contre les crocodiles importuns qui pourraient dévorer ses petits. Mais ceux-ci sont décimés par des prédateurs aquatiques et terrestres et leur taux de mortalité atteindra 90% au cours de la première année. Pendant plusieurs mois, la femelle accomplira inexorablement cette lourde tâche, consistant à veiller sur ses petits. Mais elle possède un truc qui donne un nouveau sens à l'expression « babysitting ». Car si aucun homme n'est une île, on ne peut pas en dire autant des crocodiles. Durant les premiers mois, leur maman représente un refuge idéal pour les petits qui s'agglutinent tous sur son dos comme des baigneurs sur un solarium. Avec leur peau très fine, les petits sont harcelés par les mouches tsetse. Mais d'une certaine façon, ils leur doivent la vie. Ces mouches transmettant la maladie du sommeil, cette partie d'une île est devenue parc national uniquement parce que cette maladie avait dépeuplé la région et l'avait rendue inhabitable. Sur la rivière Grumeti, le cycle d'une année entière s'est accompli. Les mares rétrécissent à nouveau et des milliers de petits poissons-chats appelés grogneurs viennent respirer à la surface. L'ibis les attrape facilement et même les petits crocodiles sont tentés de profiter de cette proie vulnérable. Au cours de leur première année, les jeunes crocodiles se nourrissent essentiellement d'insectes. Ensuite, ils se risquent à capturer des têtards, des grenouilles et des poissons. Celui-là s'y est risqué sans doute un peu trop tôt.
La libellule n'imagine pas que le danger puisse venir de l'eau. Maintenant, les jeunes se tiennent à l'écart des adultes et forment des groupes d'âge divers. Au début, leur croissance est d'environ 30 cm par an et elle ralentit à mesure qu'ils prennent de l'âge. Il faudra 10 ou 15 ans avant qu'ils soient capables d'attaquer un gnou. Ils se dirigent vers les plans d'eau comme ils le font chaque année, inconscients et assoiffés, jetant un coup d'œil distrait sur les formes étranges qui flottent à la surface. Et comme toujours, le carnage dure 1 ou 2 semaines avant que les crocodiles soient rassasiés. Puis il y a comme une sorte de trêve sinistre, tels des dîneurs à qui l'on présenterait un somptueux chariot de dessert à la fin d'un repas plantureux. Les crocodiles ne peuvent s'empêcher de regarder avec gourmandise ce qu'ils seraient bien incapables d'avaler. Parfois, la tentation est vraiment trop forte. Le crocodile pesant plus d'1 tonne et le gnou environ 150 kilos, il n'y a qu'une issue possible. À moins que... Le crocodile n'a vraiment pas faim. Et comme nous l'avons vu, il contrôle parfaitement ses puissantes mâchoires. Apparemment, l'animal qui tue en souriant peut aussi se moquer de sa proie. Aussi incroyable que cela paraisse, le gnou s'éloigne sans être inquiété ni blessé. Chaque année, les grands troupeaux traversent la plaine du Serengeti dans un bruit de tonnerre et sacrifient quelques douzaines de vies pour que les autres puissent s'abreuver dans les mares du Grumeti. Pour les gnous, ce n'est qu'une étape au cours d'un long périple. Pour les crocodiles, c'est un événement vital. Ces animaux de 5 mètres de long comptent parmi les plus grands et les plus lourds crocodiles d'Afrique. Quelques-uns pourraient vivre au bord du Grumeti avec un simple régime de poisson-chat, mais pas cette colonie de monstres. De même que de nombreuses petites créatures qui hantent les bords de la rivière comptent sur le festin annuel des œufs de crocodile, cette population exceptionnelle de dragons attend avidement l'abondance offerte chaque année par la migration des troupeaux. Ils ne survivent que grâce aux gnous. Le continent africain est parsemé de grands lacs et parcouru par de vastes fleuves. Chétif cours d'eau qu'un babouin franchirait d'un bond en saison sèche, le Grumeti est bien le dernier endroit où l'on s'attendrait à trouver le spectacle impressionnant offert par ces reptiles les plus redoutables du monde. Ainsi, même de nos jours, où la planète est photographiée avec la plus grande précision par les satellites et où les cartes ne comportent plus le moindre espace vierge,
On pourrait encore écrire sur ce petit coin du Serengeti, domaine des dragons.